Ne viens pas aux États-Unis si tu n'as pas regardé cette vidéo. Ce n'est pas un slogan, c'est un avertissement. Dans cette vidéo, je vais tout vous dire. Absolument tout. Quand vous voyez votre tante qui envoie des $100 chaque mois, vous voyez votre petit frère, votre grand frère, qui prend des selfies devant Times Square avec une voiture, vous pensez qu'il baigne dans de l'argent, dans de l'or. Les gars, c'est pas vrai. Ici, c'est le stress, l'incompréhension, un système économique qui te pousse à bout, tête sur tête. Et moi, j'ai décidé aujourd'hui de vous dire la vérité et de tout vous dire. Pas pour vous effrayer, mais pour vous préparer. Dans cette vidéo, vous allez retrouver des chapitres assez intéressants. Le premier chapitre, c'est votre départ ici aux États-Unis dépend de chez qui tu descends. Ça, c'est un levier très très important qu'on oublie de vous dire. Aussi, on va parler de l'anglais, on va parler du système économique, les dettes, les relations amicales ou même amoureuses. On va aussi parler du boulot qui nous donne effectivement assez d'argent. Mais il y a les taxes aussi qu'il faut prendre en compte. Restez jusqu'au bout de la vidéo. Peut-être que cette vidéo va changer votre perception sur les États-Unis. Et soyons directs. Ici aux États-Unis, tes premiers 6 mois sont conditionnés par chez qui tu descends. Si tu as de la chance que tu descends dans une famille qui est prête à t'aider et à te coacher, à te dire la vérité, mon frère, tu as gagné au loto. Mais si par contre, tu tombes dans une famille qui au contraire veut t'utiliser ou peut-être ne veut pas te voir réussir, ça devient très délicat. Ici, c'est ta famille d'accueil qui va te diriger, qui va te permettre d'avoir ton premier boulot et te dire quoi faire avec ton premier salaire, comment le système marche et tout. Donc, c'est très, très important. J'ai eu beaucoup d'amis qui m'ont fait des témoignages ou qui m'ont dit qu'ils sont tombés sur des familles qui voulaient les utiliser, qui prenaient quasiment la moitié de leur paycheck, donc c'est-à-dire l'argent qu'ils recevaient à chaque 2 semaines ou chaque mois, tout dépend, et aussi qui les maltraitaient et tout. Moi, personnellement, j'ai eu la chance de tomber dans une très bonne famille. Une très bonne famille. Je mangeais à ma faim, je discutais, on sortait ensemble, et ils m'ont parlé de beaucoup de choses. Donc, sur ce côté-là, je ne peux pas garder le nom de ceux qui m'ont accueilli. Mais, il y a toujours un mais dans une histoire. Il y avait une tante qui vivait avec nous, qui a failli créer de la zizanie, qui a dit des choses sur moi que je n'ai jamais dit. Mais comme j'ai été assez mature, on a pu discuter. Et au travers de tout, ils se sont rendus compte que le problème ne venait pas de moi, mais de la tante. Et cette tante-là même, elle m'a même traité de Niwanga. Nyomiwa, Yari, Ngande. Tout ce que lui laissait faire, c'est manger et dormir. Tanti, je l'appelle toujours Tanti. J'espère qu'un jour vous verrez cette vidéo et que vous saurez que votre Niwanga est en train de devenir quelqu'un. Pour ne pas dire qu'il est quelqu'un, car je suis quelqu'un. Donc, pour mes conseils, c'est déjà prendre le temps de connaître chez qui vous venez. Très important. Posez-leur des questions. Si je viens chez vous, combien de temps je peux espérer faire chez vous? Est-ce que vous avez la capacité de me trouver du boulot? Soyez sincères. Ayez des discussions ouvertes. Bien avant même de venir ici. Ayez un plan B. Quand aussi là-bas c'est bizarre, vous pouvez aller à quelque part. Mais c'est très très important. Ne négligez pas cette étape. Trouvez chez qui vous allez aller. Faites confiance à la personne. C'est cette personne-là, ou bien les personnes-là, qui vont vous ouvrir les chemins. Vont vous apprendre à faire le résumé, comment appliquer pour les boulots et tout. Donc c'est quelque chose de primordial. Si là-bas là, c'est gâté, ça me guille. La deuxième chose qu'on ne vous dit pas concerne l'anglais. Sur les réseaux sociaux, on nous fait croire que si tu arrives aux États-Unis en 6 mois, en 4 mois, tu comprends l'anglais parfaitement. C'est faux. C'est absolument faux. Le minimum, c'est 2 ans. 2 ans, 3 ans. L'anglais qu'on nous apprend au pays, je ne veux pas dire que c'est mauvais. Juste qu'on ne le pratique pas. C'est juste écrit à l'école, présent perfect, quoi. On dit qu'on comprend un peu anglais. Quand on arrive ici aux États-Unis, tu comprends qu'il y a un autre niveau d'anglais. Et ici, le souci, c'est quoi? Chacun a son accent. Les Américains natifs, ils ont leur accent. Nous qui venons, on va dire quoi? Les étrangers, on a notre accent en fonction du pays de provenance. C'est-à-dire que l'accent d'un Ghanéen est différent de l'accent d'un Nigérian. L'accent d'un Angolais est différent de l'accent de quelqu'un qui vient de la Sud-Afrique. Tu vas mélanger ça aux gars qui viennent de Bangladesh, d'autres qui viennent de la Chine, on va dire de l'Asie en général. Les gars, tout ça mélangé là, tu comprends absolument rien. Et ici même aux États-Unis,
Quelqu'un qui a grandi à New York et quelqu'un qui a grandi au Maryland n'ont même pas le même accent. Et en plus de ça, il y a deux types d'anglais. Il y a l'anglais formel, c'est-à-dire l'anglais que les avocats utilisent, les politiciens utilisent. Ça, c'est un anglais facile à capter. Si tu prêtes attention, tu vas facilement capter ça. Mais il y a le deuxième niveau d'anglais, l'anglais informel, pour ne pas dire l'anglais de la rue. Cet anglais est parlé à 80%. Et c'est là maintenant, ça devient chaud. C'est des contractions, c'est des croisés. Les mecs, ils t'envoient à gauche, ils t'envoient à droite. Et tout ça, la mélanger, ça fait que ça devient compliqué. Ne vous dites pas que si je viens ici en 6 mois, je vais comprendre l'anglais. Non, le minimum, c'est 2 à 3 ans. Mettez ça déjà dans votre tête. Là, ça va vous permettre de déstresser. Quand vous allez arriver, vous allez savoir que les autres sont passés par là. Donc, moi aussi, je dois passer par là. Donc, il faut déjà comprendre ça. Maintenant, il y a certains trucs que vous pouvez faire avant de venir aux États-Unis. Ce qui va vous permettre de vous insérer rapidement par rapport à l'anglais. Vous pouvez commencer à écouter chaque jour, ne serait-ce que 10 à 15 minutes des chansons en anglais, des films, des podcasts. Ça peut vous permettre à ouvrir votre cerveau par rapport à ce type de langage. On a aussi écrire 5 mots, 10 mots par jour pour vous permettre aussi de pouvoir écrire parce que c'est important. Vous pouvez également rejoindre des groupes. Je sais qu'il y a assez de groupes WhatsApp où chacun s'entraide à communiquer en anglais, à apprendre l'anglais, les verbes irréguliers et tout. Il y a aussi des applications comme Duolingo où vous pouvez passer facilement 10 à 20 minutes sur l'application sans vous rendre compte. Donc, c'est des exercices que vous pouvez mettre en place avant de venir ici aux États-Unis. La balle est dans votre camp. On va parler de la partie qui vous intéresse le plus, le boulot. Comment faire pour obtenir le boulot? Comment ça se passe réellement dans le système américain en termes de boulot? La première étape, c'est d'avoir un CV. Ici, on appelle ça un résumé. Facile à obtenir, c'est vous-même vous le faites. Il y a des IA qui vous permettent de le faire. ChatGPT peut le faire pour vous. Il y a plein d'autres qui peuvent le faire pour vous. Et il y a même des amis aussi qui peuvent le faire pour vous. Ça, c'est la première étape, c'est d'avoir un résumé. Maintenant, après avoir eu le résumé, il faut l'uploader dans un site web. Et le site web, c'est le site web de l'entreprise dans laquelle vous voulez travailler. C'est-à-dire que si vous voulez travailler sur McDonald's, vous allez sur Internet, vous tapez McDonald's carrière ou McDonald's boulot, ça va sortir et vous allez uploader. C'est-à-dire que vous allez insérer votre CV. Et ça se fait sur tout, que ce soit McDonald's, Whole Foods, Target, n'importe où, Amazon, c'est la même procédure. Maintenant, après ça, le système va voir si votre CV convient à ce qu'ils veulent en ce moment. Si oui, ils vont vous laisser un email à dire que vous avez un interview à faire. Ça, c'est l'étape la plus difficile. L'interview se fait en anglais. Donc, vous allez aller, ils vont vous poser des questions. Pourquoi vous avez choisi notre entreprise? Quels sont vos points forts, vos points faibles? Est-ce que tu as déjà travaillé dans une entreprise comme la nôtre? Des questions en anglais. Donc, ça aussi, ça démarre une préparation. Et vous pouvez retrouver des vidéos sur YouTube qui vous montrent comment se préparer pour une interview. Quelles sont les 10 questions les plus posées. Donc, c'est à vous de prendre le temps de pousser ça. Moi, personnellement, pour mon premier interview, c'était chaud. On me posait les questions, moi je ne comprenais absolument rien. Zéro. On m'a pas pris. Mais c'était bien évident parce que mon niveau d'anglais était vraiment lamentable. Ok, la deuxième partie, nous allons parler de full-time, part-time. Le full-time, tu travailles plus dans la semaine. Tu as plus d'heures dans la semaine. Et le part-time, tu as moins d'heures. Maintenant, en part-time, dans la plupart des entreprises, ils te donnent 40 heures ou 36 heures par semaine que tu dois effectuer au boulot. Maintenant, non, ça c'est pour le full-time, excusez-moi. Pour le full-time, tu as 36 heures à 40 heures de travail par semaine. Maintenant, pour le part-time, tu as moins que ça. Il y a d'autres entreprises qui te donnent que 4 heures, il y a d'autres qui te donnent 28 heures. Mais tu ne peux pas faire plus de 36 heures. Tout dépend du système, de l'entreprise. Donc,
Sachez juste que si tu es full-time, tu as beaucoup d'heures. Si tu es part-time, tu as moins d'heures. Il y a des avantages. Quand tu es en full-time, la plupart du temps, tu as une assurance santé. Tu as une assurance santé que tu payes évidemment. Tu as une assurance santé. Tu as aussi un plan de retraite. C'est-à-dire qu'il t'aide à, entre guillemets, à préparer. Maintenant, ce qu'on ne te dit pas est que, supposons, tu as travaillé 40 heures par semaine. Donc, ici, on est payé généralement chaque 2 semaines. Donc, tu es à 40 heures par semaine. Donc, les 2 semaines, ça te fait 80 heures. Et supposons que tu es payé à $15 de l'heure. Donc, facilement, quand on va faire les 80 multipliés par les 15, ça te donne $1,200. Donc, dans ta tête, tu te dis, oui, j'ai $1,200, j'ai gagné $1,200 en 2 mois. C'est faux. Les taxes vont te rappeler que tu es dans un pays capitaliste. En général, après chaque paye, le gouvernement prend 20% à 30% de ce que tu gagnes sur ton paycheck. C'est-à-dire que normalement, on a fait le calcul, normalement tu as fait 80 heures multiplié par 15. 15 c'est ta paye par heure. Normalement, en 2 semaines, tu as $1,200. Mais quand on va retirer les 20% ou bien les 30%, au final, tu te retrouves qu'avec peut-être $1,000 ou $950. Donc, il faut prendre ça en compte. Dès que tu reçois ton paycheck, l'État aussi prend une part dans ton paycheck. Sans ta permission, c'est quelque chose qui est automatique. Maintenant, il y a ce qu'on appelle la réalité du terrain. C'est stressant. On te pousse à te donner. Et ici, on change les gens du jour au lendemain. C'est-à-dire que tu ne réponds pas à l'attente, mon gars, on te vire. Ici, il n'y a pas de pitié. J'ai des grands frères qui ont fait 20 ans, l'autre a fait 20 ans, l'autre a fait 15 ans. Ils ont été virés. Parce que l'entreprise ne faisait pas beaucoup d'argent et que eux, ils percevaient beaucoup. Parce que ici, ils ont une politique. Plus tu fais d'années dans l'entreprise, plus tu as des augmentations annuelles. Donc, malheureusement pour eux, ils ont été les conséquences. Voilà. Donc, on les a mis à la porte. Donc, c'est-à-dire, ils ont fait 20 ans, l'autre a fait 20 ans, l'autre a fait 15 ans. Les Américains s'en foutent de ça. Lorsque tu ne rentres pas dans leur programme, ils te mettent au dehors. Donc, c'est quelque chose ici qu'il faut prendre en compte. Il ne faut jamais se dire qu'on est à l'abri lorsqu'on travaille pour une entreprise ici aux États-Unis. Et j'ai oublié de dire, ici, les contrats sont à durée indéterminée. C'est-à-dire que toi, tu peux décider de partir quand tu veux. Personne ne va te poursuivre. Eux aussi, ils peuvent te virer quand ils veulent. C'est la règle ici. Ici aussi, on va parler du favoritisme. Ici, c'est quelque chose de palpable, c'est quelque chose de réel. C'est-à-dire que dans l'entreprise, si les grands boss sont des blancs, ils vont favoriser les blancs. C'est-à-dire que si les grands boss sont des Spanish, ils vont favoriser les Spanish. Si les grands boss sont des noirs, malheureusement, la plupart du temps, ils vont favoriser les blancs. Ils vont favoriser les Spanish, mais pas les noirs. C'est quelque chose que vous devez vous mettre dans la tête. Quand vous arrivez ici et que vous performez plus qu'un blanc, que vous performez plus qu'un Spanish, il y a de grandes chances que vous ne soyez pas promu et que c'est l'autre qui performe moins que vous qui reçoit cette promotion. Donc, je vais déjà vous le dire ça pour ne pas que ça vous fasse mal lorsque ça va vous arriver. Donc, 3 conseils que je peux vous donner par rapport à ça, c'est de préparer ton CV en anglais avant de venir ou dès que tu arrives, essaye de le faire le plus tôt possible. Il faut aussi commencer à apprendre le vocabulaire du travail comme shift, clock in, clock out, paycheck, task, break, customer. Ça va vous permettre de rapidement comprendre ce qui se passe. Nous allons maintenant parler des taxes. Beaucoup de personnes tombent malheureusement dans ce piège. Aux États-Unis, tout est taxé. Même l'air qu'on respire, c'est taxé. Ici, il y a principalement 2 types de taxes. Il y a la taxe sur le revenu et il y a la taxe sur la consommation. Donc, je disais auparavant, si tu perçois 1,200 ou 1,250 $ chaque 2 semaines, sache que l'État va prendre automatiquement 20 à 30% de cet argent sans t'informer. C'est pour eux. Tu peux absolument rien faire. Maintenant, ça varie en fonction de l'état dans lequel
tu travailles, aussi de combien tu es payé par heure. Quelqu'un qui est payé $25 de l'heure aura plus de taxes prélevées que quelqu'un qui gagne 15 ou $18 de l'heure. Ça, c'est les taxes sur revenu. Maintenant, les taxes sur consommation, c'est très simple. À chaque fois que vous achetez un article, un produit, que ce soit que ce soit en ligne, que ce soit dans une alimentation, dans la majorité des cas, lorsque tu achètes un produit, il y a des taxes qui sont prélevées. Et les taxes dépendent de l'état dans lequel tu es. Je pense qu'ici au Maryland, nous tournons autour de 6%. C'est-à-dire que si tu achètes un article, supposons que tu es dans un supermarché, tu vois peut-être une boisson que tu veux acheter et que c'est écrit $5. Sache que quand tu vas arriver à la caisse, tu ne vas pas payer $5. Tu vas payer $5,10 centimes, $5,25 centimes. En tout cas, il y aura une multiplication qui va se faire. C'est-à-dire qu'il y aura 6% de la somme du produit que tu vas donner comme taxe. Et ça dépend de l'État. Il y a des États où c'est 12%, il y a des États où c'est 8%, il y a d'autres c'est 4%. Donc c'est quelque chose aussi qu'il faut faire attention. Donc c'est-à-dire que si vous arrivez à quelque part et que vous voyez que c'est écrit $5 sur un produit, automatiquement mettez dans votre tête que le produit coûte $6 pour ne pas que ça vous surprenne. Donc les 3 meilleures pratiques à mettre en fonction de ça, c'est apprendre à raisonner en net, pas en brut. C'est-à-dire que si vous êtes payé à $15 de l'heure, mettez-vous dans la tête que vous êtes payé à $13 de l'heure, ou bien vous savez qu'à la fin de chaque mois et de chaque 2 semaines, ils vont arriver peut-être $300 ou $500. Il faut déjà procéder comme ça. Là, même quand on coupe, ça vous dit rien. Et aussi, il faut budgétiser tout ce que vous faites. Moi, je l'ai fait quand je suis arrivé aux États-Unis. Lorsque j'ai commencé à travailler, j'ai fait 3 mois où je budgétisais toutes mes dépenses. Ça m'a permis de savoir où je mettais mon argent, où je mettais pas mon argent et tout. Donc, je pense que c'est quelque chose d'assez important. Il faut avoir une fiche qui va vous permettre de noter tout. Dès les premiers mois, je ne vous dis pas de faire ça tout au long, mais de 1 à 3 mois, je pense que ça va beaucoup vous aider. C'est très important. Et aussi, vous pouvez faire vos recherches. Vous pouvez faire vos recherches sur Internet pour savoir comment chaque État paye ses taxes et tout. Oui, quelque chose d'important que j'ai oublié de dire. Sur la taxe de revenu, quand l'État prélève ça, à la fin de l'année, l'État va vous envoyer un document que vous allez remplir et vous pouvez vous faire aider par des experts. Il y a des experts qui le font, qui vont filer. Ici, on appelle ça filer le taxe. Si le gouvernement voit qu'ils ont prélevé beaucoup de taxes, le surplus de taxes là, on vous le redonne. Mais si malheureusement l'État voit que eux, ils n'avaient pas pris beaucoup, là en ce moment, c'est vous allez payer les taxes. Et c'est quelque chose aussi d'assez important. C'est-à-dire, à la fin de chaque année, de novembre à décembre, il faut vous attendre à recevoir une fiche pour les taxes. Et je pense que vous avez jusqu'à fin février pour le faire. Donc, n'ayez pas peur lorsque vous allez recevoir une fiche ou lorsque votre employeur va vous donner cette fiche-là. Ici aux États-Unis, il y a quasiment plus de voitures que de gens. C'est-à-dire que le moyen de transport, il y en a. Si tu veux aller d'un point A à un point B, tu iras. On va prendre le cas du bus. Pour le bus, dans certains États, c'est compliqué à avoir le bus. Mais je pense qu'au Maryland, à New York, en Virginie, c'est assez facile de prendre le bus. Le bus coûte $1 à $2. Il y a d'autres même qui ne payent pas le bus. Tu n'es pas obligé de payer. C'est les vieilles personnes, on va dire les personnes âgées, les Asiatiques qui sont assez respectueux des règles qui payent le bus. Moi, personnellement, je ne payais pas le bus. Pendant il n'y a rien. Mais ça te prend du temps. Moi, pour aller au boulot, quand je prenais le bus, il me fallait 2 heures aller, 2 heures retour. Donc, je gaspillais facilement 4 heures par jour. Mais avec ma voiture, j'ai le choix. Si je veux prendre l'autoroute, en 20 minutes, je suis au boulot. Si je veux aller mollo, en 30 minutes, je suis au boulot. Donc, par rapport aux moyens de transport, facilement, vous pouvez vous déplacer. Il y a aussi il y a le train, mais le train, il faut que tu payes. Le train, tu dois payer. Il y a aussi le Uber, il y a Lyft. Facilement, tu peux te déplacer dans ce pays-là. Ça, c'est sûr. Côté loisirs, il y a beaucoup. Il y a du tout aux États-Unis. Il y a du tout. Ce qu'on voit à la télé, là. Les casinos, les fêtes, les filles. Il y en a. Puis le cas, il y en a plein. Mais vous savez, quand tu fais 2 heures pour aller au boulot et que tu fais 2 heures pour venir à la maison, même tes jours de repos là,
tu penses pas à sortir. Tu vois le temps que tu vas gaspiller encore étant dans le bus, ça devient compliqué. Donc, raison pour laquelle les gens ne fêtent pas trop comme ça. Bon, quand je dis les gens, je dis moi. Mais j'ai d'autres amis qui quand même font la fête, mais très rarement. Sinon, loisirs là, il y en a. Si tu as l'argent, tu as ton moyen de déplacement, toutes les activités que tu veux mener, que tu veux faire pour t'amuser, pour t'éclater, tu vas les faire. Donc, pour ça, ne vous inquiétez pas. Tout ce qu'il y a à la télé là, il y a ça ici. Vous savez, aux États-Unis, tu peux réussir, mais tu vas payer le prix. Le stress, l'angoisse, la solitude, parfois même tu frôles la folie. Ici, tout est stressant. Tout. Au fond, je pense même que le nom États-Unis, là, on doit remplacer ça par stress. Changer le drapeau, mettre la tête de quelqu'un qui pleure. Ici, c'est le stress au haut niveau. Tout est conditionné à te stresser. Et pour nous, arrivants, qui ne comprenons pas l'anglais, le système et tout, c'est encore dangereux. Très, très dangereux. Au boulot, c'est le stress. Parce que tu sais que du jour au lendemain, on peut te mettre à la porte. Tu peux devenir homeless. Et vous savez, en Afrique, il y a cette solitude-là. Il y a quelqu'un qui réussit dans la famille, il essaie de te pousser et tout. Mais tu arrives aux États-Unis ici, tu es seul. C'est-à-dire que si tu fais un mois sans travailler, tu n'as pas l'argent, tu n'arrives pas à payer ton rent, c'est-à-dire ton loyer, le gars va te mettre dehors. Et il n'y a personne pour te récupérer. Donc quand tu penses déjà à ça, c'est déjà stressant. Donc ajouter à ça, il y a l'angoisse. Il y a des questions de est-ce que je vais réussir? Qu'est-ce que mes parents attendent de moi? Qu'est-ce que moi-même j'attends de moi? Est-ce que j'ai bien fait mon choix? Est-ce que j'ai bien fait mon choix de venir ici aux États-Unis? Est-ce que là, ça t'amène deux fois à faire des nuits blanches. Tu es là, tu es couché, tu n'arrives pas à dormir. C'est est-ce que je vais réussir? Et si tu te lèves demain, on vient te donner bill que tu dois payer parce que ton assurance santé n'a pas couvert ça. Tu vas payer des factures ici de santé à $5,000 alors que tu n'es peut-être payé qu'à $2,000 le mois ou $1,700 le mois. Et on vient te donner une facture de $5,000 parce que tu allais faire une consultation ou parce qu'on a simplement on t'a injecté quelque chose. Donc quand tu ajoutes tout ça dans ta tête là, des fois c'est flippant, on va se mentir, des fois c'est flippant. Mais moi personnellement, je suis quelqu'un qui arrive à garder le cap. Parce que j'ai une très belle famille, j'ai de très beaux amis qui me poussent, qui ne me mettent pas la pression. Mais je connais d'autres là. Chaque jour on les appelle. Faut nous envoyer $20, faut nous envoyer quoi. Les mecs, ici là, c'est dur. Faut pas, on va se mentir. Mais c'est le prix à payer comme ce que j'ai dit. Si tu veux venir ici, faut déjà te mettre dans la tête que tu vas beaucoup stresser. Tu auras de l'angoisse. Tu vas te mettre en question. Tu vas te poser beaucoup de questions. Tu vas voir d'autres réussir. Tu vas voir d'autres échouer. Mais je pense que ça fait partie du business, de la vie. C'est comme ça. Il faut prendre ça et puis avancer. Surtout, je pleure beaucoup les mères de famille, les pères de famille qui sont ici. Moi, je suis jeune. Je prends soin que moi. C'est vrai que j'ai ma mère au pays, j'ai ma famille, j'ai mes amis. Mais eux, ils sont au pays, tu vois. De temps en temps, il faut envoyer quelque chose. Ça va. Mais les parents qui sont ici, qui ont 3 enfants, qui ont 4 enfants, qui font 2-3 boulots pour pouvoir payer la maison, payer la nourriture et tout. Et on va parler de ça dans un prochain chapitre pour que vous voyez à quel point ça devient invivable de vivre dans ce pays qu'on appelle le pays de la liberté. Ici aux États-Unis, tout est basé sur le crédit. Tu veux t'acheter une maison, tu prends un crédit. Tu veux t'acheter une voiture, tu prends un crédit. Tu veux t'acheter un simple téléphone, un crédit. Crédit sur crédit. C'est le système. Ici, si tu veux t'acheter une maison, tu vas prendre un crédit bancaire qui va s'écouler sur 20 à 30 ans. Et pendant que tu payes pour la maison, tu dois aussi payer les taxes liées à l'achat de la maison. Tu dois payer aussi une assurance pour la maison. Tu dois payer aussi le bill, c'est-à-dire tu vas payer l'électricité, tu vas payer l'eau, le courant, le wifi et tout. Et quand tu finis de payer ta maison, c'est-à-dire tu as fait 20 ans, tu as fait 30 ans, tu as fini de payer ta maison, tu continues toujours de payer les taxes. C'est-à-dire que si tu fais peut-être 6 mois
bon, je ne maîtrise pas trop en ce qui concerne les taxes liées à la maison. Mais si tu accumules les taxes non payées, le gouvernement vient te mettre au dehors et puis ils prennent la maison. Maison que tu as fait 20 ans pour payer là, ça t'appartient même pas, c'est pour eux. Est-ce que vous comprenez à quel point ce système-là, on va dire, il est capitaliste. En ce qui concerne les voitures, c'est aussi pareil. Tu peux prendre un prêt auto qui va te permettre de prendre ta voiture. Je ne vais pas trop parler de ça parce qu'il y a plein de vidéos sur YouTube qui peuvent vous conseiller s'il faut prendre un prêt pour prendre sa voiture ou s'il faut payer sa voiture cash. Mais il y a un piège là-dedans. Un très très gros piège. Si vous voulez que je parle des avantages et des inconvénients de prendre sa voiture en prêt, faites-le moi savoir en commentaire. On va aussi parler du fameux crédit score. Ça là, si tu loupes ton crédit score ici aux États-Unis, tu as tout gâté. Déjà même avant de pouvoir prendre un prêt à la banque pour pouvoir t'acheter ta voiture ou ta maison, ils vont regarder ton crédit score. Ton crédit score, c'est ta capacité à pouvoir gérer tes finances. C'est-à-dire qu'ils vont te donner, ta banque va te donner peut-être $200 dès le début et tu vas utiliser 30% des $20 et les $200 que tu dois utiliser. En tout cas, tu dois manager ça pour qu'ils voient si tu as en capacité de rembourser tes dettes. Et c'est des étapes par étapes, Et à chaque fois, il y a un score. Si ton score est bas, c'est compliqué. Tu ne pourras pas prendre des prêts pour pouvoir t'acheter ta voiture ni ta maison. Si ton score est élevé, tout ce que tu veux faire, même si tu veux prendre un prêt de $1 million, si tu as de bons avocats et que tu as un bon crédit score et qu'il y a la marmaille derrière, tu peux facilement avoir ces 1 million là. Raison pour laquelle il y a beaucoup de nos grands frères, de nos grandes soeurs, de nos mamans qui ne peuvent pas envoyer quelque chose en Afrique parce qu'ils sont tombés dans le piège du crédit score. Donc je vous en prie les gars, je vous en prie, quand vous allez venir ici aux États-Unis, n'allez pas directement dans crédit score, crédit card. Ça peut vous créer de très très gros problèmes. Prenez le temps, faites vos recherches. Faites-vous conseiller, mais pas forcément par les banquiers. Parce que les banquiers, là, ici, les États-Unis, là, c'est sans froid. Money is money, make money. Ils vont vous blaguer, ils vont vous dire, oui, faut prendre, c'est bien. Quand tu vas prendre ça, faut faire ça. Non, leur but, c'est de vous vendre le maximum de cartes et puis se faire les barres. Donc, faites très, très attention par rapport à ça. Le coût de la vie aux États-Unis est cher. Vous allez attendre que quelqu'un gagne $2,000 ou $3,000 le mois. Vous dites, ah, il a beaucoup d'argent. Surtout nos grands frères et nos grandes soeurs qui sont au pays, qui vont multiplier rapidement $3,000 fois 600. Ça fait combien de millions en francs CFA là? Comme vous savez pas. Je vais vous expliquer un peu comment on dépense notre argent lorsqu'on perçoit notre salaire. Donc, si on part sur une base de $2,000, quelqu'un qui gagne $2,000 le mois, il a un loyer à payer. Un loyer ici au Maryland, si tu veux une chambre seulement, c'est pas moins de $600 à $700 que tu vas payer par mois. Oui, c'est conséquent. Je pense qu'à New York, c'est encore plus cher. À Miami, donc c'est compliqué. Donc déjà $700 pour une petite chambre. Pour la nourriture, si toi-même tu prépares avec $200 le mois, tu peux facilement t'en sortir. C'est-à-dire $50 chaque semaine. Excusez-moi. Avec $50 chaque semaine, tu peux facilement préparer et puis rester dans cette tranche-là. Maintenant, si tu veux te faire les fast-food, tu veux te faire les petites sorties, ça va te coûter peut-être $250, $300. D'autres même pas dans $400. Donc, tout dépend de ce que tu veux faire. Par rapport au téléphone et à Internet, ici, avec $35, $60, tu peux facilement avoir accès à Internet et puis appeler autant que tu veux. Maintenant, si tu as une voiture, tu peux facilement mettre $200 par mois d'essence. C'est-à-dire chaque semaine, tu fais le plein qui va tourner autour de $40 à $50. Donc, facilement en un mois, $200. Et si tu n'as pas de voiture, alhamdulillah, donc tu gardes $200 dans ta poche. Maintenant, si tu as une voiture et que tu veux prendre une assurance, si l'assurance aux États-Unis c'est cher, hein? C'est pas moins de $200. Il y a d'autres assurances même qui partent à 400 ou même à 600. Et si tu prends ta voiture en prêt, il va falloir prendre une assurance qui couvre tous les dommages. Et là, c'est pas moins de $400 à $500 que tu vas payer en assurance par mois. Donc, en ce qui concerne l'électricité et tout, il y a d'autres qui ne payent pas. Moi, personnellement, je ne paye pas. Je ne paye ni l'électricité, ni l'eau, parce que tout est inclus dans mon bill, dans mon rent. Mais il y a d'autres qui vont payer ça. Donc, raison pour laquelle j'ai ajouté
$80. Maintenant, il y a d'autres qui ont les abonnements à la salle de sport, abonnement Netflix, abonnement Apple Music, abonnement YouTube. Parce que ici, YouTube là, tu n'as plus de pub. Donc, pour ça, j'ai mis $100. Mais il y a d'autres qui se défendent et qui ne payent pas ces abonnements-là. Moi, personnellement, je ne paye pas ces abonnements. Maintenant aussi, si tu vas envoyer de l'argent à ta famille chaque fin du mois, on va envoyer quelque chose de décent. C'est pas moins de $100. Si c'est $100, c'est 50 000. Si tu veux envoyer 100 000, c'est $200. Donc, j'ai mis entre 100 et $200. Donc, facilement, si on va faire les multiplications, l'addition, la soustraction et tout, bon, pour être un peu plus sérieux, si on va faire l'addition, facilement, tu dépenses 1700 à 1600 par mois. Donc, ce que tu peux garder à la fin du mois, c'est peut-être 400 ou $300. Est-ce que tu vois? Mais il y a d'autres qui arrivent à s'en sortir. Si tu n'as pas de voiture, c'est-à-dire, si tu n'as pas de voiture, tu vas garder $200 pour l'essence, tu vas garder $150 pour l'assurance et tout. Donc, facilement, tu peux garder à la fin du mois entre 600 et $700. Tout dépend de comment tu vas bouffer ton argent. Ici aux États-Unis, se faire un vrai ami, c'est comme gagner à la loto. Ici, les gens sont fake. La majorité du temps, les gens sont fake. C'est les how are you? You're doing good, smiling, I like your shoes. Les gars, ils sourient devant toi et après ils te mettent un poignard dans le dos. Ils mettent un poignard dans le dos. Moi, je vais vous raconter mon histoire au boulot. J'ai un ami. Bon, je vais utiliser le mot ami qui était dans un autre département et nous on manquait de personnel. Il est venu 2-3 fois nous aider et après il m'a dit David, tu es cool, j'aimerais travailler avec toi. J'ai dit y a pas de souci. Donc je vois avec mon boss, je lui dis ce gars là il veut venir travailler avec nous. Mon boss me dit y a pas de souci. Donc on arrange tout, il vient et on lui donne un poste. Depuis qu'il a eu son poste là, les gars, des coups de poing dans le dos. C'est prendre des photos, dire que moi j'ai fait ça, moi je n'ai pas fait ça, moi j'ai oublié de faire ça, moi je suis pas un bon employé et tout. Mais quand il me voit en face, c'est how are you my friend? We gotta hang out, I like you. C'est mon gars, comment tu vas? J'espère que tu vas bien, il faut qu'on sorte manger ensemble, je te kiffe. Tu es un vrai gars. Après ils te mettent des coups de poignard derrière ton dos. Donc c'est assez compliqué, donc il faut faire vraiment attention. Mais vous pouvez aussi avoir des amis. Moi, j'ai 2 amis éthiopiens que j'aime, que j'affectionne. On a la même vision, on a la même mentalité et on va essayer de faire des projets collectifs pour vous envoyer du lourd. Sachez aussi qu'aux États-Unis, il y a beaucoup de mariages fake, que ce soit dans la communauté blanche, que ce soit dans la communauté africaine. Ici, aux États-Unis, il y a beaucoup de gens qui se marient, malheureusement pour les papiers. Et ça, c'est une réalité. Donc, c'est pas tous les couples qui sont des couples. Et les blancs, vous voyez à la télé aussi, des gens qui divorcent, l'autre prend quasiment la moitié de la richesse de l'autre. Donc ici, c'est vraiment compliqué de trouver quelqu'un vraiment pour s'attacher, pour créer quelque chose de solide. Donc, ça devient un peu compliqué d'avoir de réels amis. Prenez avec beaucoup de pincettes ce que vous entendez, ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. En ce qui concerne les États-Unis, il y a beaucoup de fake news, il y a beaucoup de fake dans la personnalité. Il y a beaucoup de gens qui prennent des prêts pour s'acheter des voitures, pour s'acheter des téléphones, même des chaussures et tout. Donc, évitez au maximum de vous comparer à eux. Chacun vit sa vie. Soyez vrai. Soyez vrai. Et je vous demande aussi de vous éduquer, de lire, d'apprendre, de regarder des vidéos comme celle-ci qui vont vous aider à connaître la vérité en ce qui concerne les États-Unis. Ici, c'est un pays d'opportunité, mais c'est aussi un pays de souffrance, de peur, d'angoisse. Donc prenez ça aussi en compte. Posez-vous les bonnes questions et posez également des bonnes questions. Vous voyez des gens comme moi, vous voyez des gens, des grands frères, des dévanciers qui sont là pour vous aider. Choisissez 2, 3. Au plus profond de vous, vous savez que c'est des gens qui sont sincères, qui vont vous donner de bonnes réponses. Allez-y, allez vers eux. Posez, grand frère, ici là c'est comment? Ici là c'est comment? Maintenant, tout ce qu'on vous dit, prenez ça avec pincette. Comme ce que dit Jim Rohn, ne soyez pas un suiveur. Soyez un étudiant. C'est-à-dire que ce qu'on t'a dit là, tu prends ça, tu fais des recherches et tu vois en fonction de ce que tu vis, ce que tu as entendu, ce que tu sais, ce que tu ne sais pas. Qu'est-ce que je fais avec ces informations-là? Donc faites très attention à tout ce qu'on vous dit sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de bullshit.
beaucoup. J'ai fait cette vidéo pas pour vous faire peur, mais pour vous avertir, pour vous dire la vérité, pour que vous soyez prêts lorsque vous allez atterrir ici aux États-Unis. Et je pense et je peux affirmer que quelqu'un qui regarde cette vidéo a 80% de quelque chose en plus que celui qui ne va pas regarder cette vidéo et qui viendra ici aux États-Unis. Tout ce que je vous ai dit là, croyez-le ou non, après 6 mois, après 1 an ici, vous allez dire, ce que Sabou Sana disait là, tout est vrai. Parce que c'est sans filtre. Je vous ai dit la réalité. Je ne suis pas là pour faire chercher du buzz. Non, mon objectif de vie, c'est d'aider les gens. Et ne pas faire cette vidéo, c'est ne pas vous aider. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Et dans cette vidéo, on a parlé de plein d'aspects assez négatifs des États-Unis. Et dans ma prochaine vidéo, on va parler des opportunités. How to make money, how to be rich. Comment se faire de l'argent, comment avoir de l'argent. Et ça, c'est pour la prochaine vidéo. Toujours sur le thème des États-Unis, bien évidemment. Merci et à bientôt. Bisous.